L'imprimante Bamboo A1 Mini avec l'AMS, l'Automatic Material System, est vraiment cool et permet d'imprimer en multimatériaux et donc en multicouleurs. Ça va être le thème de cette vidéo. Bienvenue à tous sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va voir comment je peux imprimer en multicouleurs un espèce de gros robot futuriste qui ressemble à des trucs que vous avez déjà vus. D'ailleurs, à ce propos, je préfère tout de suite le dire, le fichier 3D n'est plus disponible. Il a été striké par Games Workshop, donc ce n'est pas la peine de me demander, je ne vous le fournirai pas. Mais ça va être l'exercice parce que c'est un modèle très géométrique, avec des zones carrées, il y a finalement peu d'arrondis. C'est pour ça que j'ai pris un robot plutôt qu'une figurine organique, biologique entre guillemets, aux formes très arrondies. C'est pour simplifier un petit peu la chose. Ça marcherait aussi très bien avec des véhicules, sans aucun problème. Pour information, ce modèle que je vais vous montrer juste maintenant sur ZBrush, hop, juste là. Ce modèle, je l'ai réalisé, là je vous le montre sur ZBrush, c'est plus pratique à enregistrer, mais pour info, je l'ai sculpté sur Nomad Sculpt, qui est un logiciel que vous pouvez trouver sur tablette, et qui est une tuerie. C'est vraiment un très très bon logiciel de sculpture 3D, vous pouvez aller très loin dans la sculpture. Moi, c'était justement un exercice de sculpter toute une armée sur ce thème-là, avec Nomad Sculpt. C'était un exercice que je m'étais donné pour apprendre à me servir de ce logiciel, tout simplement. Ce qui me permet aujourd'hui de beaucoup travailler aussi sur tablette quand j'ai pas envie d'être devant l'ordinateur, tout simplement. Donc voilà le modèle 3D qu'on va imprimer, et on va l'imprimer en multicouleurs. Alors évidemment, celui-ci mériterait plutôt d'être imprimé en résine pour un respect des détails, etc. Mais encore une fois, cette vidéo est un exercice, et surtout un exercice avec des connaissances entre guillemets de débutants dans l'impression 3D. Ce qui est le cas, on va pas se mentir, d'une majorité de gens qui achètent des imprimantes bambou ou des imprimantes avec multimatériaux. La plupart du temps, on espère qu'on va cliquer, ça marche, mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer quand même les démarches à réaliser pour imprimer en multicouleur. Donc je vais passer sur Bamboo Studio, qui est juste là. Et voilà à quoi ressemble donc l'interface de Bamboo Studio, sur laquelle vous allez pouvoir faire de la colorisation, à moins que votre sculpteur 3D ait déjà réalisé la colorisation. Je pense que de plus en plus de gens vont le réaliser au fur et à mesure du temps, et comme ça vous recevrez directement le modèle en couleur, et vous aurez juste à cliquer et à imprimer. Mais on va quand même regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a le modèle 3D qui est déjà colorisé, puisque moi je le fournissais déjà colorisé, pour que les gens n'aient plus qu'à l'imprimer en multicouleur. Et je m'étais limité volontairement à 3 couleurs. N'oubliez pas, et ça c'est un point extrêmement important, n'oubliez pas que quand vous imprimez en multimatériaux, en utilisant l'AMS de la A1, A1 Mini, même de la X1, de la P1, etc., vous allez augmenter considérablement la durée d'impression. Parce que c'est pas tant les moments où ça imprime que les moments où ça rembobine le filament pour remettre le nouveau, pour rembobiner, pour remettre le nouveau, etc., etc. Et ça, à chaque couche, ça peut prendre un temps de dingue. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans cette vidéo, c'est que c'est quand même vraiment très très long d'imprimer ce modèle. En tout cas en multimatériaux. Avec un seul filament, ce serait beaucoup plus court. Donc moi, je me suis limité à 3 matériaux, aussi parce que j'avais en tête peut-être que le quatrième, puisque la MS Lite n'a que 4 couleurs, j'avais en tête que le quatrième pourrait être du filament soluble. Et vous allez voir dans une prochaine vidéo, ce sera justement le sujet de cette vidéo, c'est avec du filament soluble, est-ce qu'on a un meilleur rendu, est-ce qu'on peut mettre plus de supports, etc., etc. Là, les supports, ils seront dans les couleurs utilisées pour le modèle. Donc là, on a un modèle qui est colorisé. Hop, alors par contre, ça, voilà, la caméra galère un petit peu. Et j'ai choisi de le faire en 3 plateaux différents. Ici, je suis sur le plateau de la Bamboo X1, mais je peux passer sur la A1 Mini avec un bout de 0.4. On va transférer les paramètres et vous allez voir que ça passe. C'est fait pour. Ça passe sur tous les modèles. Il y a juste celui-là qu'il faut orienter un petit peu différemment pour qu'il passe et que ça tape pas, voilà, dans la tour de purge. La tour de purge qui est obligatoire sur les imprimantes avec AMS. Donc ça, c'est les modèles 3D qui ont déjà été colorisés, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble de le faire soi-même, en fait, la phase de colorisation. Alors ici, voilà, vu que je suis passé sur la A1 Mini et que là, c'est le modèle monobloc, j'ai pas assez de hauteur.
Donc je vais repasser sur la X1 carbone, histoire de mieux vous montrer. Pour la colorisation, en fait, c'est franchement pas très compliqué. Le principe va se dérouler essentiellement ici, sur la partie en haut à gauche de votre écran. Vous avez les différents filaments qui sont insérés dans votre machine. Alors là, ça va dépendre des filaments que vous avez mis à chaque numéro. N'oubliez pas qu'il y a les numéros 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai mis 6 parce que je suis passé sur 2 AMS sur la X1. Enfin bref, peu importe. Vous en aurez que 4. D'ailleurs, hop, je vais en supprimer 2, histoire de vraiment que ça fasse comme vous, quoi. Et ensuite, vous allez faire la colorisation. Donc moi, j'ai tendance à partir le 1, j'ai tendance à le mettre en noir. Donc je vais avoir un modèle intégralement noir. Le numéro 2, je vais le tirer sur quelle couleur sur le doré. Donc le doré, moi, je vais le mettre en jaune. Et le numéro 3, on va le garder en blanc. Okay. C'est important de déjà régler vos couleurs sur votre AMS et de ne pas oublier de les changer sur votre AMS physiquement en vrai, sur votre machine. Et puis ensuite, on va aller juste là, il y a un icône couleur peinture. Donc couleur peinture, ça va centrer la vue sur le modèle que vous êtes en train de coloriser, donc qui est juste là. Et puis c'est extrêmement simple, ça ressemble vraiment à du paint. Vous allez sélectionner les différents filaments et pouvoir indiquer des zones de couleur. Vous avez différents outils, exactement comme sur Paint, pour coloriser votre modèle. Il y en a un qui est plutôt pratique, qui s'appelle Remplir, mais qui va complexifier les choses avec le modèle 3D. Ça va dépendre de si le modèle 3D, le top pour faire de la colorisation, c'est d'avoir des fichiers STEP, des fichiers OBJ ou des fichiers qui sont extrêmement géométriques, puisque Bambu Lab Studio va détecter les zones et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour choisir les couleurs. Mais dès qu'on est sur des modèles de figurines un peu plus organiques, il a beaucoup plus de mal, surtout que la plupart des créateurs font une retopologie globale avec un nouveau Dynamesh sur l'intégralité du modèle. Et du coup, c'est plus aussi simple, carré, c'est plus des formes simples. Donc Bambu Studio a un petit peu de mal à détecter ces zones. Mais on va quand même s'en servir juste pour vous montrer de l'exemple. Ici, vous pouvez utiliser l'angle de remplissage intelligent. En gros, ce truc-là, quand vous êtes dans Remplir, angle de remplissage, c'est la détection de zones, à quel point elle est intelligente ou à quel point elle est bête. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que plus vous allez la mettre bas, plus elle va être intelligente, puisque là, par exemple, on va dire que je veux ça en blanc. Hop, elle détecte à peu près la coque avant en blanc. Alors que si je monte l'angle de remplissage à 76, elle me met tout en blanc. Elle a beaucoup de mal à détecter les zones. Donc moi, en règle générale, je switch un petit peu là-dessus. Et en règle générale, à 10, je trouve que c'est pas mal. Aux alentours de 10. 10, on va dire entre 8 et 15. À la louche. Et elle arrive à me détecter des zones de manière assez acceptable. Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur les différentes zones de l'objet. C'est vraiment très très simple pour le coloriser. Le défaut de cette technique, c'est que c'est pas net et ça va oublier certaines zones. Mais ça dépend énormément de l'angle de remplissage intelligent que vous avez mis. Donc ça, c'est la manière de peindre en remplissage. Mais rien ne vous empêche de faire ça à l'ancienne, avec un pinceau, et de colorier. Mais là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer, c'est long, terriblement long. N'empêche que cet outil de cercle peut vous servir à venir combler des zones que justement le remplissage intelligent n'aurait pas détectées. Vous voyez, vous allez vraiment affiner en fait le travail du remplissage intelligent. Encore une fois, avec des fichiers STEP, avec des fichiers beaucoup plus géométriques, le remplissage intelligent fonctionne très bien. Et du coup, on va alterner comme ça au fur et à mesure. Hop, donc là, je veux que ça se soit en blanc. Je veux que ça se soit en blanc. Ça aussi. On va simplement venir remplir. Et vous voyez là, on a justement un problème de densité de remplissage intelligent. Hop, je fais un CTRL-Z. Quand je clique ici, il me détecte aussi l'anneau que lui, je veux en doré. Donc, je vais baisser le remplissage intelligent et je vais pouvoir venir compléter plus manuellement comme ça. Ok ? Et c'est ensuite que je vais pouvoir soit venir régler le problème avec le cercle juste là, ou avec... vous avez aussi le remplissage des trous, mais ça,
j'ai tendance à vous le déconseiller parce que il fonctionne pas très bien, en tout cas sur les modèles un peu organiques, comme je suis en train de faire. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'est l'impression par couche. Oui, ça c'est plutôt intéressant. Évidemment, tout ça est un crash test, hein, c'est vraiment, je vais pas l'imprimer comme ça, c'est pour vous montrer. Vous avez possibilité de coloriser par plage de hauteur. Vous voyez, en fait, là, quand je clique, vous avez vu, il y a 2 traits. En fait, ça va coloriser entre les 2 traits. La plage de hauteur, elle est réglée à 0,2, 200 microns en fait, ce qui représente une hauteur de couche de votre imprimante. Mais vous pouvez très bien l'augmenter considérablement pour imprimer des zones sur une hauteur de couche intégralement. Ça peut être très pratique pour plein de choses, notamment pour les socles. Si vous imprimez des socles et que vous voulez les imprimer en multicouleur, ça peut être très pratique, puisque vous allez imprimer par exemple les bords en noir, et puis la partie supérieure, vous allez l'imprimer de X couleurs. Et c'est pratique aussi dès que vous allez imprimer des trucs pour la maison, du genre une plaquette avec une écriture. Et bien sur cette plaquette, la base, vous allez l'imprimer en blanc, et le texte sur la plage de hauteur haute, vous allez l'imprimer en noir, ou ce genre de choses. Et puis ensuite le jaune, voilà, donc ça c'est les plages de hauteur. On va repasser sur pinceau, hop, juste là. Alors là, il est pas content, hop, hop, voilà. On va passer sur le jaune, on va dire que j'ai envie de peindre. Évidemment, hein, là le pinceau est tout petit, vous pouvez l'augmenter considérablement, vous voyez. Alors attention par contre, parce que là c'est moche, hein, c'est très moche ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Attention par contre, ça a tendance quand même à faire tourner les PC assez violemment. Ok. Donc j'ai un PC très puissant, donc j'ai pas de problème, mais peut-être que sur des PC un peu moins puissants, ça va ramer un petit peu. Surtout sur des modèles très complexes. Sur des modèles simples, vous n'aurez aucun problème. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre colorisation, et ben après c'est très simple. Vous allez sortir de la zone peinture, donc on va retourner dans, voilà, juste là. Vous avez votre modèle qui est colorisé. Alors là, fatalement, ça m'a changé l'intégralité du projet, puisque j'ai changé les couleurs de mon AMS. Ça, c'est important à s'en souvenir aussi. Et puis après, on va prendre l'exemple de ce plateau-là. On va remettre les couleurs quand même à peu près correctement. Hop, on va se centrer sur ce plateau. On va remettre les couleurs. Donc, je crois que j'avais du blanc au départ. Non, c'était marron peut-être. Ouais. Ensuite, je crois que j'avais peut-être le blanc. Non, c'était le noir. Hop. Vous voyez, je suis en train de changer les paramètres. Voilà. Donc là, cette couleur, la première couleur, on va partir du principe que c'est mon or, hein, ma couleur or. Voilà. Donc là, on a un modèle 3D qui va sortir évidemment avec les couleurs du PLA que vous avez installé. Hein. Attention, faites bien attention à cet aspect-là, c'est extrêmement important. Et ensuite, on va choisir les épaisseurs de couches. Donc là, le modèle 3D que je vous ai montré un petit peu au début et que je vais vous remontrer un peu plus à la fin, je l'ai imprimé en 0.2, donc en 200 microns. C'est très épais. Ce serait bien mieux de faire ça en 12 microns, enfin en 120 microns, pardon, ou en 80 microns, pour avoir vraiment un rendu parfait. Mais vous allez voir que les durées de print s'envolent. Sur ces modèles-là, ça va être important de mettre arborescent, de mettre des supports, hein, activer les supports. Moi, je les mets en arborescent. Vous pouvez cocher ne supporter que les régions critiques. Pour le test, c'est exactement ce que je vais faire, mais c'est pas indispensable, puisque ça peut être pertinent à certains endroits qui rajoutent des supports plutôt que de se limiter. Et ensuite, dans le cas de support que je vais imprimer dans la même matière que le PLA, je vais mettre sur le plateau uniquement. Je veux pas qu'il me foute des supports partout. Juste là, ça va être une vraie galère à enlever. Donc, ça, je pourrais le faire si j'imprimais avec un filament support soluble. Ça, oui, je pourrais le faire. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, ce sera dans une autre vidéo. Donc, je suis bien en 200 microns. Ensuite, je vais mettre quand même une bordure extérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle la jupe, une boucle de print qui est fait au tout début. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, j'imprime sur une smooth PUI plate. Ensuite, il fait froid, très froid dans la pièce dans laquelle j'imprime. C'est une espèce de cave, donc il fait très froid. Donc j'ai besoin d'une accroche, mais c'est pas forcément indispensable. Cela dit, quand vous allez utiliser des filaments, enfin des supports arbres, à certains endroits, ils peuvent être très fins, donc ça crée une zone d'accroche très fine sur le plateau. Moi, j'ai tendance à conseiller de mettre une bordure extérieure avec aucun écart entre le bord objet
et une largeur de 5 mm, mais ça après vous pouvez monter même plus haut, ça n'a pas trop d'importance. Et on va cliquer sur trancher le plateau. Donc là, il va faire quand même pas mal de taf, puisqu'il est en train de calculer le G-code pour l'intégralité de l'impression de ce modèle, qui est un modèle un peu complexe, avec plusieurs filaments. Donc il calcule également le changement de filament, la purge, la tour de purge, etc. Et à la fin, on va se rendre compte d'à quoi ressemble le modèle, en tout cas sur Bamboo Studio. Et après, c'est comme sur tous les prints que vous voulez lancer, vous avez juste à cliquer, votre imprimante normalement elle est sur le Wi-Fi, vous avez juste à cliquer sur imprimer le plateau et c'est parti. Donc 80%, voilà. Donc là on a un modèle 3D qui est prêt à être imprimé. On a des supports de partout. Vous voyez la jupe dont je vous parlais, c'est celle qui est juste ici, qui permet, surtout sur des supports tout petits, enfin plus petits, comme ceci, d'avoir une zone d'accroche, une empreinte au sol plus longue, voilà, plus large. Et on se rend compte, bah voilà, qu'avec les supports, la tour de purge, tout ça. Par contre, vous voyez, pour cet objet, en 200 microns, je suis déjà à 35 heures d'impression. 35 heures. C'est long. Et pourtant, je suis en 200 microns. Pour l'exercice, on pourrait passer en 80 microns, mais je vais avoir un print d'une semaine. Donc, non, en fait, juste non, faites pas ça. Faites juste pas ça, c'est un peu débile. Donc voilà, là j'ai lancé mon print, je vais vous montrer sur le plateau ce que ça donne en sortie. Il va pas être blanc sur toutes les parties, il va être un peu argenté à certains endroits. J'avais plus de blanc au moment où je voulais faire mon print. Et puis on va mieux se rendre compte quand je vais vous montrer l'objet, quoi. Donc voilà la première étape qui a été imprimée. Alors en vrai c'est pas la première étape, j'en ai imprimé d'autres avec du filament blanc, mais j'avais plus de blanc, donc je me suis dit tiens on va essayer de le faire en argenté. Et donc on a toute la partie haute. Ici, contrairement aux autres parties, j'ai décidé de l'imprimer en 0.2, donc en 200 microns d'épaisseur de couche. D'ailleurs on voit bien les layers, bien plus que sur les autres parties. Mais c'est un exercice pour tester tout ça. Je vais voir à quel point c'est chiant à décoller. Donc c'est la Smooth PUI Plate de chez Bamboo. Et dans l'ensemble, ça se décolle bien. Ça c'est la tour de purge qui vient de tomber, donc c'est pas grave. On a les empreintes, vous voyez, on a les marques des endroits où j'avais mis un petit peu de colle sur la Smooth PUI Plate. Et on a l'objet qui est là. Donc dans l'ensemble, hein, les layers on les voit. Mais après les supports, ça se retire, on va voir si ça se retire bien. Ouais, ça va, ça part pas trop mal. Vous voyez, il se décroche pas trop mal. Et pourtant, je n'ai pas utilisé de filament support hein, sur ce modèle. Je me rends compte que la couleur or que j'ai utilisée est vraiment très très flashy là sur ce modèle. Elle est peut-être un peu trop flashy, mais c'est pas très grave pour le test. Et puis on va retirer les supports calmement sur l'ensemble du modèle pour voir ce que ça donne quand on assemble le tout. Alors on se rend compte, voilà, ici j'ai eu un fail. Vous voyez le bouclier juste là n'est pas sorti parce que j'ai indiqué au slicer de ne mettre les supports que aux endroits critiques, aux régions critiques et que en contact avec le plateau. Le bouclier étant sur la partie inférieure, ici juste là, au-dessus de cette espèce de gros lance-missile, et ben il n'a pas eu de support et donc il s'est très mal imprimé sur la partie basse. Cela dit, c'est chiant, c'est dommage, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais le découper et je vais le réimprimer tout seul et je pourrai le recoller dessus sans problème majeur. Les supports se retirent vraiment facilement et ça c'est cool. Vous voyez, par contre dessous c'est moche, hein. Ça je m'y attendais. On est vraiment sur quelque chose de pas beau en dessous, donc il va falloir mettre l'objet en valeur, vraiment l'observer comme ça par le haut. Et puis voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais me rendre sur l'établi pour entre guillemets nettoyer un petit peu ça et surtout l'assembler, histoire de voir à quoi ça ressemble quand même quand c'est assemblé tout simplement. Là j'essaye de retirer plus grossièrement la fin des supports. Mais ça va. Voilà, on a un modèle, j'ai retiré grossièrement les supports, hein.
Hop, non, il reste juste là. Ceux-là, ça va être un peu plus risqué. Ceux-là, je vais les faire à l'établi parce qu'ils sont... Non, c'est bon. Il faut forcer un petit peu. C'est costaud quand même le PLA. Ouais, mais je vais quand même aller sur l'établi pour finir ça. Alors voilà la bête. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il est bicolore, mais c'est parce que j'avais simplement plus de PLA blanc et ça lui donne une gueule plutôt rigolote et acceptable. Ça aurait été clairement mieux de faire ça tout en blanc, en noir et avec la même couleur or, mais au moins ça vous donne une idée globale. Si je vous le montre de loin, c'est volontaire, rassurez-vous, je vais me rapprocher. C'est parce que je veux que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble sur un plateau de jeu à distance de jeu. Ok ? Parce que c'est, est-ce que c'est acceptable ? Ce sera à vous de déterminer. Est-ce que c'est suffisamment cool ? Et puis évidemment, on va zoomer un petit peu maintenant, on va se rapprocher. Donc on se rend compte maintenant, hop, avec le focus, à quoi ressemble le modèle. Donc là, il est imprimé comme si j'étais à 100% débutant en impression 3D multimatériaux, donc multicouleurs. Vous voyez, hein, je n'ai pas réglé les problèmes que je sais régler aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous montrer ce que quelqu'un de débutant peut imprimer en couleur sur la petite A1 Mini. Et c'est volontaire de vous montrer les défauts à certains endroits aussi, pour pas vous mentir tout simplement. Donc on voit, mais ça c'est aussi au moment de la colorisation de l'objet. Le moment de la colorisation, il est pas si simple que ça. Il faut soit peindre au pinceau, soit peindre par zone, et ça va dépendre énormément du modèle 3D, puisqu'il détecte pas tout le temps des modèles aux bons endroits. Et du coup, à certains endroits, elle va vous mettre de la couleur sur les reliefs, par exemple ici, alors que c'était involontaire. Donc tout ça, c'est du travail, c'est de l'appréhension, mais vraiment là, je l'ai fait de manière ultra basique. On voit quand même que le noir a bien été respecté dans les creux, on a les gros boucliers qui sont ok. Par contre, on se rend compte, hein, en tout cas avec les paramètres que je vous ai montrés juste avant, du phénomène d'effondrement juste là, sur les parties qui n'ont pas été supportées. Quand on coche la case ne supporter que les régions critiques, ces endroits-là qui en débordent d'1 millimètre ne sont pas supportés, et du coup, bah voilà, on a un petit phénomène d'effondrement. Et surtout quand on ne mettre des supports qu'en contact avec le plateau, ce que je conseille au début, parce que sinon le retrait des supports va être extrêmement complexe, surtout si ce ne sont pas des filaments solubles. Donc voilà à peu près à quoi ressemble la bête. Je vais le prendre dans la main, histoire que vous vous rendez un petit peu mieux compte. Il doit peser, allez, 600 grammes à la louche, quelque chose comme ça. Il est relativement stable. Sur la partie arrière, on a encore quelques défauts, des phénomènes d'effondrement juste là, un petit peu de partout. On n'est vraiment pas sur quelque chose de net, hein. Mais voilà, est-ce que c'est acceptable ou pas? Sur les parties inférieures, par contre, c'est beaucoup plus catastrophique. Comme vous pouvez le voir, hein, juste en dessous, on voit que les endroits avec support juste là, à de nombreux endroits, sont pas aussi nets, pas aussi jolis. Mais bon, encore une fois, on est sur un objet qui est surtout fait pour être vu par le dessus sur le plateau de jeu. Donc là, je ne l'ai pas collé. C'est uniquement de la pâte à fixe. Vous pouvez peut-être l'apercevoir juste là. Mais au moins, vous avez une idée d'à quoi ressemble un objet imprimé sur bambou A1 Mini en 3 couleurs, 3 matériaux, sans support soluble. Parce que dans les prochaines vidéos, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous montrer comment on peut faire beaucoup mieux avec les filaments solubles. Et voilà les copains, vidéo terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Au moins vous avez pu voir à quoi ressemble un modèle 3D imprimé en multimatériaux. Encore une fois, hein, c'est vraiment une volonté de transparence sur la qualité globale du modèle. Beaucoup de passionnés de Wargame ne trouveront clairement pas ça acceptable en termes de qualité globale, mais c'était un exercice histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec une simple petite imprimante A1 Mini par exemple. Et du coup moi je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.